De Feriel. Donc Feriel, qui collectionne les parfums de niche et qui m'a avoué, je n'en tiens pas trop rigueur, quoique, qu'elle détestait la chimie organique. Du coup, il est où mon super? Oui. Je ne crois pas que ça va être très choqué. Excusez-moi, comment je mets un pointeur sur le... Ah, voilà. Pointeur laser. Ok, c'est mieux. Technologie. Ok, bonjour à tous, je m'appelle Feriel et je suis en Master 2 matériaux du patrimoine dans l'environnement entre l'Université Paris-Cité et l'Université de Créteil. Et je vais vous parler de mon sujet qui est de stage de 6 mois qui porte sur l'altération des vers archéologiques de l'abbaye d'Amage, qui est un stage encadré par Marie Godet du C2RMF et Odile Magérus du laboratoire IRCP à Chimie Paris Tech. Donc, tout d'abord, l'altération des vers et leur conservation dans le temps est un enjeu de la société qui est majeur, qui intéresse les industriels, mais aussi les chercheurs et les conservateurs. Et c'est un phénomène en fait qui se manifeste dans des temps courts, par exemple pour la durabilité des vitrages, ou bien dans des temps très longs, par exemple pour le confinement des déchets nucléaires dans le verre. Mais en fait, les verres du patrimoine s'altèrent dans ces temps intermédiaires. On a par exemple des vers qui s'altèrent en milieu atmosphérique, donc par exemple des vers vénitiens de la Renaissance, mais aussi des mots de Limoges, ou bien des vers qui s'altèrent en milieu immergé. Donc, ils sont enfouis dans le sol, comme par exemple les vers romains. Et donc, c'est le sujet de mon stage. Donc, je vais vous parler des vers archéologiques. Donc, on nous a gracieusement donné une quarantaine de vers archéologiques qui proviennent du site de l'abbaye d'Amage, qui est près de Douai, dans le nord de la France. Et c'est un corpus qui provient de l'époque mérovingienne jusqu'au temps moderne, c'est-à-dire du 7e siècle jusqu'au 18e siècle. Et ce corpus est unique. Pourquoi? Parce qu'il présente des compositions variées, mais ils ont tous vieilli en fait sur un même site et dans les mêmes conditions, et pour une durée très longue. Donc voici un exemple du type d'objet qu'on peut retrouver sur ce site. Et l'objectif de ce stage est donc de relier cette composition chimique avec l'état de dégradation. Avant toute chose, il faut définir ce qu'est un verre. Donc le verre, c'est un matériau solide amorphe, donc non cristallin, qui présente une température de transition vitreuse. Et donc, les plus connus sont les verres d'oxyde. Donc, un verre, c'est quoi? C'est un oxyde formateur, plus un oxyde modificateur qu'on appelle aussi un fondant, et accessoirement aussi un désoxyde intermédiaire. Donc, les oxydes formateurs sont un ion métallique. Le plus connu, c'est le silicium, qui est relié à un oxygène donc pontant. Et donc, on obtient de la silice pure. On ajoute à cela un oxyde modificateur. En général, c'est des alcalins et des alcalinotéreux qui sont liés avec des oxygènes non fondants, et on les appelle fondants parce qu'ils servent à baisser en fait la température de fusion de la silice. Donc, plus on aura des oxydes modificateurs dans le verre, et plus le réseau va être dépolymérisé, et donc le verre va être fragilisé. Et les oxydes intermédiaires, ils vont être soit formateurs, soit modificateurs, donc ça va dépendre de la composition du verre. On va avoir par exemple du fer ou bien de l'alumine. Donc, la composition typique d'un verre silicaté dans le patrimoine, c'est de 50 à 75% massique de silice, avec un fondant sodique ou bien potassique, plus des alcalinotéreux et un faible pourcentage en alumine, en oxyde de phosphore, chlore, fer, etc. Donc, le mécanisme d'altération des verres est assez complexe, mais je vais essayer de faire simple. Donc, la première étape, c'est en fait la diffusion de l'eau. Donc, on a la solution d'altération ici, à l'intérieur du verre,
Au niveau du front d'interdiffusion, on a une réaction d'interdiffusion donc, qui se passe. Donc, c'est un échange ionique entre les protons de la solution avec les cations modificateurs. Donc, on va avoir migration de ces cations donc, qui sont mobiles du verre vers la solution d'altération. On appelle ça une lixiviation. À ce moment-là, on va avoir une augmentation du pH et ça va catalyser l'étape suivante qui est celle de l'hydrolyse du réseau. Donc, on va avoir dissolution de ce réseau vitreux par rupture des liaisons formatrices. Et il faut savoir aussi que cette réaction est réversible. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une condentation et reformation de ces fonctions siloxane. Et donc, on va avoir une formation du gel d'altération. Donc, en général, la pellicule d'altération est formée d'un verre hydraté, du gel d'altération, mais aussi de phases secondaires qui sont des sels cristallisés à la surface du verre. Donc, on peut avoir plusieurs manifestations d'altération. Les plus connues sont par exemple l'irisation, c'est-à-dire qu'on va avoir de fines écailles multicolores à la surface de l'échantillon. On peut avoir aussi du creasing, c'est-à-dire dégradation physique de la surface par microfissuration, une opacification, c'est-à-dire perte de la transparence du verre, ou bien une solarisation, c'est-à-dire une interaction avec les rayonnements lumineux, et donc ça va changer la couleur. Par exemple, ici, l'objet comporte des ions Mn2+, qui sont de base incolores. Suite à l'interaction avec les rayonnements lumineux, il change de degré d'oxydation, donc il passe de Mn2+, à 4+, qui sont rosés. Voici le corpus étudié. Donc, on a classé ces échantillons de A jusqu'à F selon en fait, les unités de stratification du sol et de 1 à 3 selon le degré d'altération. Et on a fait ça de façon visuelle. Et comme je l'ai dit auparavant, on a des périodes différentes, donc du 8e siècle jusqu'au 18e, à savoir qu'on a un seul échantillon qui nous provient du musée de la Renaissance d'Écouen, qui lui a été altéré en milieu atmosphérique, et donc qui va servir de comparaison avec le reste du corpus archéologique. Donc, on a effectué plusieurs méthodes d'analyse sur tous ces échantillons-là, que ce soit en surface ou sur la tranche, et je vais détailler ces méthodes-là plus tard. Donc, les 3 échantillons que je vais présenter aujourd'hui sont E1, E2, E3. On part trop de temps parce que je peux pas montrer tous les échantillons, bien sûr. Donc, voici les méthodes utilisées. Donc, avant tout, il faut préparer les échantillons. Donc, on les a mis en résine et polis. Et après, on les a caractérisés. Donc, il faut savoir que toutes ces méthodes ont été appliquées sur les échantillons avant et après mise en résine. Avant, c'est-à-dire on les a caractérisés à la surface, et après, c'est-à-dire on a regardé l'échantillon en tranches. Donc, on a caractérisé la morphologie par microscopie, que ce soit binoculaire, numérique ou électronique à balayage, ou bien, et on a caractérisé aussi la composition chimique, donc par Aglaé et EDX avec des points et cartographie. Voici le premier échantillon qui provient donc du 8e siècle. Donc, si on regarde la surface d'échantillon en microscope binoculaire, on remarque qu'il présente une couleur verte. Il contient une couche altérée opaque d'aspect mat et présente des dépôts exogènes qui proviennent sûrement du sol, ainsi qu'une légère irisation à la surface. Maintenant, on remarque aussi qu'il y a eu une desquamation de la surface et donc ce qui a fait apparaître le versin qui, lui, est transparent. Maintenant, l'échantillon au MEB en mode BSE, on remarque qu'il y a présence de micro-fissures et présence de cupules, et de feuillets tout autour des trous. Si on regarde maintenant l'interface entre le versin et la zone altérée, on remarque qu'il y a eu décollement de feuillets de verre altéré, ainsi qu'une présence de réseaux de craquelures contenant un autre réseau de craquelures. Donc ici, ça a été craquelé et un autre réseau, etc. C'est comme des fractales, on va dire. Donc si on regarde maintenant les résultats de la composition, on remarque que que ce soit pour Aglaé ou pour EDX, on a les mêmes, à peu près des résultats similaires, ce qui est plutôt bien. Et ce
qui est rassurant. Et donc, on remarque que cet échantillon, pour le versin, présente une quantité importante en oxyde de calcium et en oxyde de sodium. On peut dire que E1 est donc un verre sodocalcique. Si on compare maintenant le versin au verre altéré, on remarque qu'il y a eu diminution de ces oxydes d'une zone à l'autre. Et donc, ça confirme en fait qu'on a bien eu ce phénomène de lixiviation, c'est-à-dire migration de ces alcalins du versin vers la solution d'altération. Et cela peut être encore plus confirmé par une cartographie EDX. Donc, on remarque notamment ici qu'on n'a plus d'oxyde de sodium. Si on regarde maintenant l'échantillon suivant E2 qui provient du début du IXe siècle, on remarque que c'est un verre de couleur bleu-vert. Bon, ça ne se voit pas très bien, mais c'est ici normalement. Et il présente une surface altérée opacifiée, donc c'est cette surface-là, fortement irisée et fissurée à ce niveau-là, par exemple. Si on le regarde maintenant en tranche, c'est-à-dire après l'avoir mis en résine, on remarque qu'il y a une superposition de couches aux bordures triangulaires. Donc, il y a la couche tout d'abord altérée opaque que j'ai décrite précédemment, ensuite une couche moins altérée qui est dorée, puis le versin. Pareil, si on regarde les résultats à Elae, les résultats sont assez similaires et on remarque que ce verre est en fait calcopotassique. Donc, si on regarde maintenant les résultats des différentes zones, on remarque qu'il y a bien eu une diminution entre le versin et les autres zones, qu'il y a bien eu une diminution de la quantité en oxyde, sauf que si on regarde en fait entre la zone 2 et la zone 1, la zone 2 aurait dû avoir beaucoup plus d'oxyde vu qu'elle est moins altérée que la couche à la surface. Donc, c'est un problème. Et donc, on a fait une hypothèse que peut-être, en fait, la couche numéro 1 n'est pas une couche d'altération, mais une condensation de phase secondaire qui est riche en oxyde de calcium et de potassium. La cartographie EDX peut nous montrer aussi qu'en fait, on a une alternance de lamelles au niveau de la couche altérée de phosphore, d'oxyde de phosphore et d'oxyde de silicium. Si on regarde maintenant le dernier échantillon E3 qui provient du XVIIe siècle, donc c'est le plus récent, on remarque qu'on a 3 couches d'altération différentes. Donc celle qui est plus exposée à la surface est opacifiée de couleur marron, fissurée et rugueuse. La deuxième juste en dessous est translucide de couleur brun verdâtre et de texture lisse. Et la dernière est un gel opacifié blanc contenant des cristaux de forme dendritique. Si on regarde les résultats, on remarque qu'en fait, j'ai oublié d'enlever ce commentaire. Non, mais n'oublie pas de le faire. Hein. Oui. On remarque que les 2 couches altérées sont riches en fait en oxyde de phosphore et en oxyde de calcium, mais que la couche blanche, donc c'est-à-dire numéro 3, présente des quantités plus importantes de ces oxydes. Et donc, on peut dire qu'en fait, cette zone altérée est phosphocalcique. Néanmoins, on va bien faire une analyse du versin. Elle est prévue pour plus tard. On peut également souligner le fait qu'on a, pour la zone numéro 1, on a une quantité assez importante d'oxyde. On a une quantité importante de Mn. De manganèse, voilà, j'ai oublié. Et si on regarde maintenant la cartographie, on remarque qu'il y a une concentration du manganèse au niveau de ces cristaux de forme dendritique que j'ai mentionné précédemment. Et on peut faire l'hypothèse en fait que l'oxyde de manganèse provient donc du coup de cette couche numéro 1 et s'est dissous vers les autres, diffusé vers les autres couches du coup. Et donc, on peut remarquer aussi qu'il y a alternance de lamelles riches en phosphore, calcium et SiO2, comme pour l'échantillon de tout à l'heure, E2.
Pour récapituler, on a trois échantillons qui ont été, ont été altérés dans un même milieu, dans les mêmes conditions, pour des périodes différentes, avec un échantillon beaucoup plus récent que les autres, mais beaucoup plus altéré. On peut dire qu'en fait, il existe un lien très fort entre la composition du verre et son degré d'altération. Donc, en guise de conclusion, on peut dire que Hagley et UDX donnent des résultats similaires pour le verre sain. Des changements de composition affectent considérablement le faciès d'altération pour un même corpus et on vieillit dans le même environnement. Et en guise de perspective, on voudrait faire une analyse d'infrarouge parce que, ce que je n'ai pas dit, on a essayé de faire du Raman, mais en fait, tout le corpus fluoresce. Donc, ça ne marche pas du coup. Et on va essayer de faire une cartographie de DRX au synchrotron. J'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué à ce stage et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Fériel. Victor. DRX, mais vous avez dit que les verres étaient amorphes. Oui. Donc, J'aimerais qu'il faut. En fait, c'est pas totalement amorphe. Il y a des alternances de feuillets dans la zone d'altération qui sont donc tu as une cristallisation en surface, c'est ça? Pas des cristallisations, c'est du verre qui s'est recondensé et ça fait des sortes de nano, enfin des très mauvaises cristallisations. Mais oui, qu'on pourrait détecter en Tu arrives à les détecter en rayon en diffraction? On va essayer. Ça doit avoir des pics pré-passatoïdes. Ouais, c'est justement en cours de pic, on peut faire une cartographie, vraiment une map avec une bonne résolution et. C'est intéressant. D'accord. Ouais. Ah oui. Oui, Juliette. Est-ce que tu penses qu'il serait intéressant de mettre tes résultats en relation avec la composition du sol dans lequel les œufs étaient enfouis? On a des. Oui. La question, c'est est-ce qu'on pourrait mettre en relation mes résultats avec la composition du sol, voilà. On a certaines informations du sol où ça a été trouvé, mais pas par rapport à la composition du coup. Par exemple, la profondeur ou l'endroit, par exemple, si c'était dans un puits qui a été comblé, etc. Mais on n'a pas vraiment d'infos sur la composition. Mais oui, ça pourrait être intéressant. Moi, je rebondis sur la question de Juliette. Je pense que c'est même assez essentiel parce qu'on peut avoir des pH très différents quand même. Et alors, justement, j'avais une question, je me permets. Après, évidemment, je reviens vers la salle. Si j'ai bien compris, vous dites que que les altérations sont faites dans les mêmes conditions. La dégradation s'est faite dans les mêmes conditions, mais en même temps, vous parlez de strates. Donc, en fait, quand même, tous les verres n'ont pas été dans le même environnement d'enfouissement. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce qu'ils étaient tous dans le même... dans une même strate, dans le même contexte d'enfouissement et de dégradation? Quand je dis même condition, c'est le même endroit, c'est la baie d'Ama, c'est ce que je veux dire. D'accord, mais à des niveaux différents. Donc dans des micro-environnements quand même très différents les uns des autres. Je pense. Oui, je suis. Ouais. Il serait peut-être important d'en tenir compte aussi. Ah, il y a quelque chose. Oui. Est-ce qu'il y a non. Non, c'était quoi? Oui, Marie, tu voulais rajouter quelque chose? Non, d'accord. Kylian. Question. Les analyses Raman ont été faites avec un laser de quel type? Rouge, vert? On les a tous essayés. Avec quel type de laser ont été faites les analyses Raman? Oui, on les a tous essayés, rouge, bleu, vert, et ils ne marchent pas. On a même essayé avant mise en résine, du coup. On a fait avant mise en résine, donc on s'est dit peut-être parce que c'est à la surface qui est très hétérogène, du coup peut-être que c'est très difficile. Du coup, on les a mises en résine, polies, etc. Ça ne marche pas. Avez-vous une question? Sinon, moi, j'en ai une. Je voulais savoir, parce que quand même, je peux vous laisser partir en posant une petite question organo-minérale. Lorsque vous parlez de ces verres, et certains ont peut-être été des contenants avec des contenus, donc par exemple des boissons fermentées ou des choses comme ça, est-ce qu'on a idée de possibles interactions entre ces boissons, potentiellement acides, fermentées, etc., sur la dégradation des verres? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est connu? Pour ce corpus-là ou non, d'une manière générale, oui. Ah, ça, je n'ai pas regardé.
Parce que comme je me suis concentrée que sur les vers archéologiques et du coup... Oui, justement, sur les vers archéologiques, est-ce qu'on peut savoir s'ils ont contenu des boissons diverses? Si c'était par exemple des verres, des vases, je ne sais, moi, pas des contenants, est-ce qu'il y a des interactions qui auraient pu être induites par ces boissons? Est-ce qu'il y a une documentation? Est-ce qu'il y a des recherches qui ont été conduites sur ce sujet? Non. Je sais juste qu'il y a des recherches sur les poteries. Ouais, oui, sur les poteries, bien sûr, oui. Justement, c'était le pendant, en fait. Avez-vous une question pour Feriel? Non? On vérifie une dernière fois? Non. Merci beaucoup, Feriel.